Docteur Edouard Lone, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pourriez-vous vous présenter et nous préciser quelle est votre implication ou vos travaux qui ont motivé le comité scientifique de l'EMC Psychiatrie à vous solliciter pour publier sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'humilité culturelle et les pratiques cliniques sur la plateforme ClinicalKey Now. Bonjour, donc, je suis le docteur Edouard Lone, je suis médecin psychiatre, maître de conférence des universités, praticien hospitalier en psychiatrie d'adultes, sur les hospices civils de Lyon et au sein de l'hôpital Le Vinatier. Je suis spécialisé, moi, plus particulièrement sur la prévention du suicide et les urgences psychiatriques sur le plan clinique. Je fais de la recherche à la frontière entre la santé publique, les sciences sociales et la recherche clinique au sein du laboratoire Reshape, qui est un laboratoire de santé publique qui est spécialisé dans la recherche sur les services de santé. Et puis, je suis enseignant à l'Université Lyon 1, plus précisément à la faculté de médecine Lyon-Est, où je suis responsable des enseignements en responsabilité sociale en santé. J'en dirai un mot. Et donc, cette question de l'humilité culturelle, elle est arrivée pour moi à la fois par les soins, du fait de la rencontre avec cette diversité culturelle dans les soins, mais surtout du fait que j'ai fait une thèse en philosophie de la santé, en cours de laquelle j'ai travaillé sur la santé mentale des personnes migrantes, et j'ai réfléchi sous l'angle de ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire comment mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé dans la prise en charge des personnes migrantes, et c'est par ce biais notamment que je suis arrivé à travailler sur la question de l'humilité culturelle et que j'ai développé également dans mes enseignements pour essayer d'apporter aux étudiants en santé une meilleure compréhension des enjeux culturels, mais aussi des enjeux de pouvoir qui peuvent émerger dès lors qu'on est dans une situation qu'on va dire interculturelle, c'est-à-dire une situation de soins entre des soignants et des soignés qui n'ont pas forcément le même bagage culturel, le même bagage social, les mêmes origines, la même histoire, et qui peut donc y avoir des incompréhensions, des divergences de points de vue sur les soins, la thérapeutique, le diagnostic, et donc la nécessité de prendre en compte toutes ces considérations, toutes ces dimensions qui vont jouer dans cette relation de soins. Pourriez-vous nous rappeler dans quel contexte la notion d'humilité culturelle a émergé et quelles sont les données épidémiologiques qui justifient l'application de cette notion en santé mentale? Alors en réalité, la notion d'humilité culturelle, elle n'est pas du tout neuve, elle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui a émergé il y a maintenant près de 30 ans, environ 25 ans, dans les années 90. Et avant de dire précisément ce que c'est, expliquer effectivement qu'est-ce qui a fait que cette notion d'humilité culturelle a émergé. Alors, elle arrive, cette notion, à la frontière de plusieurs réalités. Une première réalité qu'on va dire géopolitique, qui est la réalité de la crise migratoire internationale, de la mondialisation, qui entraîne une plus grande diversité culturelle au sein des sociétés de par le monde, c'est une réalité, et du coup une plus grande diversité culturelle dans les soins. C'est-à-dire que les soignantes, les soignants, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rencontrent de plus en plus de personnes issues d'autres pays, d'autres cultures, d'autres origines, avec des enjeux linguistiques, de traduction, de compréhension, et puis des enjeux culturels qui vont être liés à cette question-là. Donc, premier enjeu un peu géopolitique, et puis deuxième enjeu lié aux soins, c'est-à-dire le besoin pour les professionnels de santé de se référer à des théories, des pratiques qui leur permettent de mieux comprendre et de mieux mettre en œuvre des soins optimaux pour ces personnes, parce que si c'était évident de travailler en situation interculturelle, ben, finalement, on n'aurait pas besoin d'outils précis, mais la réalité, c'est que ça n'est pas si évident que ça, et que ça nécessite des outils. Et puis la dernière réalité, elle est effectivement un peu plus épidémiologique, notamment du côté de la psychiatrie, où la réalité des inégalités sociales de santé, des déterminants sociaux de santé, fait que les populations issues de minorités ethniques et les populations issues de la migration ont davantage de risques de présenter des troubles médicaux, et notamment des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. Et donc on sait aujourd'hui qu'on a une plus grande prévalence de troubles psychiatriques dans ces populations-là, avec des discussions sur quel type de troubles, quelle forme ils peuvent prendre, mais en tout cas des besoins de santé très élevés dans le champ notamment de la psychiatrie pour ces populations migrantes et issues de minorités ethniques. Donc cette réflexion sur comment mieux prendre en charge, quels outils, quelles pratiques, quelles théories, a fait émerger dans un premier temps la notion de compétence culturelle,
Alors, cette notion de compétence, elle est issue des travaux en pédagogie médicale sur les compétences. Qu'est-ce que c'est, entre guillemets, être un bon médecin? Quelles sont les compétences attendues? Et la notion de compétence culturelle a émergé avec l'idée qu'il fallait avoir des connaissances sur euh, la diversité culturelle, l'impact de la culture sur la santé, l'impact de la culture sur les soins, également des aptitudes à travailler avec des populations allophones, donc qui ne parlent pas la même langue que les soignants. Donc, comment travailler avec des traductrices, des traducteurs, comment travailler ensemble cette question de la traduction la plus juste possible dans le cadre des soins. Et puis enfin, des attitudes qui soient des attitudes d'ouverture à l'altérité, d'ouverture à la différence et de conscience de la nécessité de prendre en compte cette réalité-là. Une des critiques qui a émergé autour de la notion de compétence culturelle, c'est qu'elle mettait beaucoup l'accent sur la notion de diversité culturelle, qui est un point très important, mais qu'elle tendait à laisser de côté tout l'aspect inégalité sociale et tout l'aspect déséquilibre de pouvoir. Et c'est là la grande force, à mon sens, de la notion d'humilité culturelle, c'est qu'elle met au cœur du modèle qu'elle propose, de manière tout à fait équivalente et parallèle, ces deux notions de diversité culturelle et de déséquilibre de pouvoir. Les déséquilibres de pouvoir dans la relation soignant-soigné, ils sont présents de fait. Ils ont été travaillés depuis très longtemps par l'anthropologie médicale, la sociologie, la philosophie, la médecine elle-même. Mais lorsqu'on est en situation interculturelle, on rajoute encore un aspect de déséquilibre de pouvoir parce que des personnes qui sont plus précaires, qui sont allophones, qui vont moins facilement maîtriser les codes culturels ou les codes linguistiques qui vont avoir lieu dans la relation soignant-soigné vont se retrouver d'autant plus en difficulté. Et donc, il y a vraiment cet enjeu de prendre conscience de cet aspect de déséquilibre de pouvoir. Et donc, vous avez parlé justement de la notion de compétence dans votre article, de la compétence culturelle. Sur quoi repose cette compétence? Quels outils en attendre pour le diagnostic et la prise en charge? Et de l'autre côté, du coup, contre l'humilité culturelle, qu'apporte-t-elle de plus et quels sont les bénéfices qu'on doit en attendre dans l'application des principes fondamentaux de l'humilité culturelle? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de partager pour le coup des diapositives qui permettront d'y voir plus clair sur cette question-là. Donc, comme je le disais précédemment, il y a deux concepts centraux dans la notion d'humilité culturelle, la notion de diversité culturelle et de déséquilibre de pouvoir. Et c'est ce qui, à mon sens, et au sens des personnes qui ont mis en avant la notion d'humilité culturelle les premières, hein, donc Mélanie Tervalon et Jane Murray-Garcia, qui sont les premières à avoir écrit dans les années 90 sur cette notion d'humilité culturelle. Elles ont vraiment voulu que soit prise en compte, en plus de la diversité culturelle qui était déjà envisagée, pensée dans la notion de compétence culturelle, celle de déséquilibre de pouvoir. Alors, cette notion de déséquilibre de pouvoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, elle émerge de la meilleure compréhension par la sociologie, la philosophie, l'anthropologie des déséquilibres de pouvoir liés à la pratique médicale, mais aussi de l'anthropologie critique, qui est une branche de l'anthropologie qui a beaucoup travaillé sur la notion de culture et qui a mis en avant qu'on ne pouvait plus aujourd'hui penser la notion de culture sans prendre en compte ces aspects politiques, sociaux qui sont inhérents à la question de la diversité culturelle et de la rencontre interculturelle. Donc, une manière qu'ont eu Tervalon et Murray Garcia de définir l'unité culturelle, hein, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est un engagement tout au long de la carrière à la réflexivité critique pour redresser les déséquilibres de pouvoir dans la relation médecin-patient, développer des partenariats mutuellement bénéfiques et non paternalistes avec les communautés en faveur des individus et des populations. Alors, on voit finalement, c'est une notion qui pourrait s'étendre au-delà de la question interculturelle et qu'il faut bien entendre dans humilité culturelle les deux termes, c'est-à-dire un aspect d'humilité qui va s'inscrire dans la réflexivité critique vis-à-vis de sa propre pratique. L'idée, c'est de dire, du moment qu'on est en situation de soins et d'autant plus en situation interculturelle, on peut faire des erreurs, entre guillemets. On peut peut-être avoir à un moment donné des attitudes qui vont être perçues négativement par les personnes et il s'agit simplement de pouvoir avoir une réflexivité là-dessus, aussi parce que la question interculturelle, elle évolue l'interculturalité des années 80-90 n'est pas l'interculturalité d'aujourd'hui, et l'interculturalité d'aujourd'hui n'est pas l'interculturalité dans 10 ans, dans 20 ans, parce que l'interculturalité est mouvante au regard justement
des aspects géopolitiques, euh, les histoires coloniales ou non coloniales qu'il peut y avoir avec des pays, la question de la place des peuples autochtones dans certains pays va forcément bouger en fonction des évolutions politiques. Donc il y a vraiment cet enjeu de redresser les déséquilibres de pouvoir, de travailler autour du partenariat de manière mutuellement bénéfique, donc dans un respect mutuel entre soignants et soignés, c'est vraiment un point important. Et enfin, il y a un autre point qui est important, c'est cet aspect de travailler autant avec les individus qu'avec les populations. C'est-à-dire que dans l'unité culturelle, on est autant dans la relation de soins individuelle que dans une vision plus large et qui fait écho à une autre notion que je travaille beaucoup, qui est la notion de responsabilité sociale en santé. Cette notion de responsabilité sociale en santé, elle s'intéresse à l'idée que on soigne toujours des individus, et une relation de soins, elle est toujours quelque part une relation individuelle et singulière, mais elle s'inscrit aussi dans un soin plus large à des populations, à des communautés qui ont des besoins spécifiques. Et l'interculturalité, c'est aussi prendre en compte ce fait que différentes communautés, différentes ethnies, même si c'est un terme en France qui peut être un peu choquant, on préfère celui de communauté, donc je garderai celui de communauté, différentes populations avec des origines sociales, culturelles, géographiques différentes vont avoir des besoins de santé qui ne seront pas tout à fait les mêmes parce que peut-être qu'ils ne seront pas confrontés aux mêmes pathologies, ils n'auront pas les mêmes comportements d'accès aux soins, peut-être pas les mêmes comportements de prévention, peut-être pas le même rapport à des méthodes plus traditionnalistes de traitement des pathologies. Et donc, il faut vraiment être au fait de ça. Et l'idée, c'est pas d'être uniquement dans la connaissance, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les réalités culturelles, et qu'en plus, même si on croit les connaître, en réalité, je l'ai déjà dit, elles sont très mouvantes, mais c'est d'être dans cette position qui nous permet de dire, je n'ai pas forcément connaissance de votre culture, mais j'ai envie d'en savoir plus pour voir comment ça peut m'aider, ça peut nous aider dans notre relation de soins, celle qu'on va avoir ensemble. Alors en termes d'outils, puisque c'est souvent la question qui se pose et qui est bien sûr importante, il y a 5 outils principaux dans l'unité culturelle, un certain nombre que j'ai déjà évoqués, donc je vais revenir dessus rapidement. La première, c'est bien sûr l'ouverture. On ne peut pas aujourd'hui faire de la santé sans avoir cette ouverture d'esprit à la diversité culturelle, à la différence culturelle, parce que c'est une réalité qui existe, qui est présente dans nos consultations. Et cette ouverture, ça doit être une nouvelle fois une ouverture à la singularité de nos patientes et de nos patients et aux singularités des populations et des communautés qu'on prend en charge. C'est ensuite une conscience de soi, c'est-à-dire quels sont nos biais, nos valeurs, nos normes, celles qui font que je pense, que je suis qui je suis, et ce besoin de prendre mieux en compte ses propres valeurs, de mieux les comprendre, de mieux les saisir, c'est important parce que ça va aider le dernier point qu'on verra sur la réflexivité et l'autocritique. Troisième point, c'est l'altruisme, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est avoir en tête que l'art du soin, l'art médical, c'est l'art de l'altruisme, c'est-à-dire qu'on est là pour aider, on est là pour venir en aide, et que dans le cadre de l'interculturalité, il va peut-être falloir venir en aide un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, et notamment, c'est ce quatrième point qui peut parfois être un peu nébuleux. Qu'est-ce que c'est que cette interaction soutenante? Finalement, on peut se dire, on est toujours dans l'interaction soutenante, bien sûr, du moment où on fait du soin, et notamment de la santé mentale et de la psychiatrie, on est dans cette interaction soutenante. Mais l'interaction soutenante en interculturalité, en humilité culturelle, elle va un petit peu plus loin et c'est la possibilité de se dire qu'on va peut-être faire un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude. Parce que des personnes qui sont en situation euh, interculturelles, d'allophonie, vont peut-être avoir des besoins qu'on n'a pas d'habitude. Et donc peut-être qu'on va se retrouver à devoir expliciter au cours d'une consultation un courrier reçu par les services publics, un courrier de la CAF ou un courrier d'un travailleur ou d'une travailleuse sociale. Et on pourrait se dire, c'est pas mon travail en tant que médecin, en tant que soignant de faire ça. Oui, mais ça va jouer justement sur l'alliance thérapeutique, ça va aider peut-être la personne à mieux comprendre ce qui lui arrive et à avoir le sentiment qu'elle est mieux prise en charge. L'interaction soutenante, ça peut être aussi ce qu'on va faire en termes de certificats, par exemple, pour favoriser l'accès à un logement, pour favoriser des démarches administratives dans lesquelles les personnes peuvent se trouver perdues. Donc c'est peut-être sortir de cette dichotomie qu'on entend souvent entre ce qui serait social et ce qui serait purement médical, sans chercher à faire ce qu'on ne sait pas faire, hein. C'est là où le terme d'humilité revient. On ne devient pas travailleur social ou travailleuse sociale, c'est un métier en soi, mais on peut peut-être faire un petit peu plus que d'habitude parce que c'est des situations qui le nécessitent, en humilité et en conscience. Et enfin, le dernier point, le dernier outil, c'est vraiment cette notion de réflexivité, de critique,
qui va permettre d'être en permanence, de manière vraiment continue, tout au long de la carrière, dans cet engagement de chercher à faire mieux. Alors, chercher à faire mieux, ça fait partie de la compétence soignante et médicale de base. On cherche toujours à avoir cet aspect-là, mais c'est de se dire comment je peux faire encore mieux dans l'interculturalité, dans la meilleure compréhension, la meilleure prise en compte des aspects interculturels dans les pratiques que j'ai au quotidien, et avec cette possibilité de l'autocritique, qui ne soit pas une autocritique négative, qui ne soit pas dans la dévalorisation, mais dans, tiens, peut-être que je pourrais faire mieux pour prendre en compte ces enjeux-là, autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle des communautés et des populations, comme on l'a vu. Et du coup, comment les professionnels de santé mentale peuvent-ils intégrer l'humilité culturelle dans leur pratique quotidienne? Je pense que vous avez donné quelques notions déjà. Et avez-vous des recommandations concrètes de formation ou d'autres outils qui peuvent exister? Alors effectivement, cette question de comment intégrer l'humilité culturelle dans sa pratique quotidienne, elle est très importante. Alors, de par les outils que j'ai précédemment évoqués, on voit déjà quelques pistes. Peut-être qu'une manière aussi de répondre à cette question, c'est de revenir sur les objectifs de l'humilité culturelle. Qu'est-ce qu'on vise finalement en mettant en œuvre dans sa pratique cette notion d'humilité culturelle? Un premier point, c'est l'empowerment, donc le pouvoir d'agir, redonner le pouvoir d'agir aux personnes qui se trouvent, on l'a vu tout à l'heure avec la notion de déséquilibre de pouvoir, dans une situation de grande dépendance, une dépendance vis-à-vis du corps soignant et médical, mais sans doute une dépendance sur le plan social et peut-être sur le plan culturel par ce qu'on a évoqué, l'allophonie, la difficulté de compréhension, de traduction, etc. Donc, comment est-ce qu'on va favoriser ce pouvoir d'agir? Donc, il ne s'agit pas de faire à la place de, ça c'est un point important, on n'est pas là pour parler à la place des personnes, faire à leur place, mais on est là pour leur redonner ce pouvoir d'agir. Et donc, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'interaction soutenante, voir comment est-ce qu'on peut, dans un cheminement, dans un partenariat, avancer ensemble et permettre à la personne euh, d'avancer et d'être vraiment en discussion et en faisant ensemble. C'est vraiment important. Donc ça nécessite cet aspect de respect mutuel. Euh, il est évident que la question de la discrimination en santé, qui est quelque chose qui existe de la part potentiellement des soignants, soignantes à l'égard des personnes soignées, peut aussi exister dans l'autre sens. Et donc ce respect mutuel, il est important pour poser les bases d'une relation de soins qui soit réellement respectueuse, où tout le monde se sent à l'aise. Et ça, c'est important. Et donc l'unité culturelle est là aussi pour favoriser cet aspect-là. Et donc montrer soi-même du respect à l'égard de la différence culturelle, de la diversité. C'est une manière aussi d'ouvrir la porte à cette question d'un respect mutuel. Le troisième point, c'est vraiment le partenariat. Les études montrent qu'avec des patients plus précaires, avec des patients migrants, avec des patients en situation interculturelle, on a tendance, sur le plan médical, à être beaucoup plus directif, à être beaucoup moins dans l'explication. Euh, à être beaucoup plus dans des aspects où on dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Là où avec d'autres patients qui seraient dans d'autres situations, peut-être qu'on aurait davantage une discussion sur, voilà, quelles sont les possibilités. Et donc, il faut être toujours, je reviens sur cette notion de réflexivité, être attentif à, est-ce que là, j'ai peut-être pas été un peu trop directif ou directive? Est-ce que j'ai réellement laissé la place à la discussion? Parce que c'est encore une fois cette notion de déséquilibre de pouvoir qui revient et qui fait que ces patients qui sont en grande vulnérabilité sociale, psychiatrique, psychologique, vont avoir une tendance peut-être plus naturelle à finalement ne pas oser donner leur avis, ne pas avoir les moyens, les compétences pour le faire. Et donc c'est vraiment à nous d'apporter un climat, un contexte qui permette que ça puisse se faire. Un quatrième point, c'est vraiment cette notion de soins optimaux. Encore une fois, c'est un des objectifs premiers de tout soin que de proposer les meilleurs soins possibles à la personne. Mais là aussi, ce risque d'une médecine à deux vitesses est très forte lorsqu'on est en situation interculturelle. C'est-à-dire finalement de pouvoir se dire, bon, bah là, on fait au mieux, on ne peut pas forcément proposer les meilleurs soins. Il faut toujours adapter aux situations, mais cet objectif de permettre aux personnes d'accéder aux meilleurs soins possibles, elle doit rester un objectif central. On sait par exemple que la situation d'allophonie, de diversité culturelle peut rendre difficile l'accès à certaines psychothérapies, effectivement, qui passent notamment par la parole. Ça peut être un frein, mais il ne faut pas que ce soit un frein définitif. Il faut que on puisse réfléchir à quels aménagements peuvent être possibles dans cette psychothérapie pour faire avec cette situation, euh, quitte à se dire bah, peut-être que cette
psychothérapie sera trop difficile à mettre en œuvre, mais est-ce qu'une autre psychothérapie qui est également valable pour ce trouble, pour cette situation clinique, pourrait être mise en œuvre, pourrait être adaptée pour permettre à la personne d'en bénéficier? Et enfin, cette notion de développement professionnel continu, là aussi, qui est au cœur de la pratique médicale notamment, elle est d'autant plus centrale que, je le disais tout à l'heure, l'interculturalité, la culture, les questions sociales en santé, elles évoluent excessivement vite et qu'elles nécessitent d'être en permanence en réflexion et en formation sur ce qu'il en est, parce que la médecine de demain n'est pas tout à fait la médecine d'aujourd'hui, les patients de demain ne sont pas tout à fait les patients d'aujourd'hui, et que finalement, cette humilité culturelle, si on prend le terme d'humilité, elle nous enjoint également à être de toute façon dans une humilité générale à l'égard de nos patientes et de nos patients, et donc d'être à l'écoute de leurs spécificités, leurs singularités, et de pouvoir prendre en compte leurs réalités qui peuvent être différentes des nôtres. Alors justement, quel message final souhaitez-vous transmettre aux professionnels de santé concernant l'importance de cette humilité culturelle dans le soutien des patients issus de minorités ethniques et raciales? Alors peut-être que le dernier message, ça serait de dire, il pourrait y avoir une vision limitée culturelle qui reviendrait à dire, bon, finalement, c'est bien gentil, mais ça nous dit des choses qu'on sait déjà. On pourrait se dire finalement, bon, dire qu'il faut être à l'écoute des patients, dire qu'il faut être dans le développement professionnel continu, qu'il faut être dans la réflexivité autocritique, c'est des choses qu'on connaît déjà. Et c'est évident que avec l'unité culturelle, finalement, on remet au centre de la relation de soins des éléments qui sont déjà connus. C'est pas forcément une révolution en soi, mais c'est de se dire que naturellement, la relation de soins en situation interculturelle avec des populations migrantes issues de communautés culturelles, de minorités ethniques différentes, elle n'est pas si facile que ça. Elle ne va pas de soi. Travailler avec des traducteurs, ça ne va pas de soi, ce n'est pas si facile que ça. Prendre en compte les enjeux interculturels, ce n'est pas si évident que ça, et que finalement, ces écueils que vous voyez sur la diapositive de préjudice, d'oppression, d'intolérance, de stigmatisation, etc., c'est plutôt ce qu'on retrouve naturellement lorsqu'on fait des études sur qu'est-ce qui se passe en situation interculturelle. Alors, non pas, et c'est pas du tout mon message, parce que tous les soignants, toutes les soignantes seraient racistes, discriminants, etc. Ça passe souvent par des petites choses qui ne sont pas du tout dans une volonté de mal faire, mais qui peuvent être des préjugés, des stéréotypes, des petites attitudes qui vont être des freins potentiels à permettre une relation de soins de qualité en situation interculturelle. Donc finalement, entre ce qui pourrait paraître évident sur le papier, se dire oui, on n'apprend rien, ça nous dit simplement qu'on doit bien faire notre travail, certes, mais c'est de se dire on a aussi besoin de cette théorie et de cette pratique de l'unité culturelle parce que naturellement, si c'était si évident que ça, on n'aurait pas besoin de ces théories et ces pratiques. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Et je dis toujours un peu comme ça, notamment aux étudiantes et aux étudiants, il n'y a pas de super-héros de l'unité culturelle. Je ne suis pas du tout un super-héros de l'unité culturelle. Il m'arrive moi aussi, peut-être même moi le premier, de pouvoir faire des petites erreurs, d'avoir des petites attitudes qui vont pas forcément être les bonnes sur le plan interculturel. Et c'est simplement de se dire, bon, bah, peut-être que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Comment est-ce que, ou avec ce patient, peut-être qu'on pourra rediscuter lors d'une séance suivante de, tiens, la dernière fois, on avait discuté de tel aspect culturel et je me rends compte que peut-être que la manière dont j'avais amené le sujet, la manière dont je vous ai amené à discuter de ça, ou la réponse que j'ai pu apporter à ce moment-là, peut-être que c'était pas tout à fait ce que vous attendiez, ou peut-être que j'ai pu être maladroit ou me tromper dans ma manière de dire les choses. Donc c'est vraiment comment ça s'inscrit au cœur de la pratique quotidienne et comment ça amène à être dans cette conscience de soi, conscience de l'autre, conscience de ce qui se passe dans la relation, qui là aussi sont des éléments qui sont déjà travaillés par un ensemble de théories réflexive sur la question du soin, mais de se dire que cette situation interculturelle, elle est quand même spécifique. Elle amène des enjeux spécifiques et que ne pas vouloir les prendre en compte en imaginant qu'on sait faire parce que finalement ça rentre dans le cadre général de la relation de soins, c'est prendre le risque pour le coup de favoriser tous ces écueils qu'on n'a pas envie de mettre en œuvre, mais que malgré soi, on risque de développer. Un exemple un petit peu typique, c'est ce qu'on appelle les micro-agressions. Les micro-agressions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites phrases tout à fait banales qui, à l'échelle d'une personne, quand on les verbalise, on n'est pas du tout dans une attitude volontairement
discriminante ou raciste ou quoi que ce soit, mais ça peut même être par intérêt, mais on ne prend pas suffisamment conscience à ce moment-là que peut-être pour la personne, c'est la 10e, la 100e fois qu'elle entend cette phrase et que elle, de son côté, la microagression, elle devient une agression répétée. Donc c'est par exemple quelqu'un qui va par son faciès ou ses habits, va nous sembler être peut-être d'une origine qui ne soit pas forcément française, et à qui on va demander d'où vous venez, qui va nous répondre qu'elle vient de telle ville française, et auprès de qui on va insister. Oui, mais vraiment, vous venez d'où? D'où vient votre famille? Bien sûr qu'on peut se dire, bah, c'est simplement un intérêt porté à la personne. Oui, mais peut-être que cette question d'être ramené à ses origines en permanence, pour la personne soignée, bah, ça va être pour la énième fois la même question et que ce jour-là, à ce moment-là, elle n'a peut-être pas envie forcément de devoir expliciter d'où vient sa famille sur 5 générations, parce que ce n'est pas une question qu'on poserait à d'autres patientes ou d'autres patients. Donc, vous voyez, la conscience, par exemple, de ce risque de microagression, il est important parce qu'il ne doit pas être sclérosant, il ne doit pas nous dire, oh, je vais rien dire, parce que sinon, mais simplement de se dire, tiens, est-ce que là, dans ma manière d'aborder la question interculturelle, dans ma manière d'aborder cette patiente ou ce patient, est-ce que je suis dans le partenariat, le respect mutuel, la conscience des enjeux et surtout dans la conscience des déséquilibres de pouvoir. Et c'est là-dessus que je terminerai. Il y a vraiment dans l'unité culturelle ce supplément par rapport à d'autres aspects qui me semblent vraiment importants, qu'est cette notion de déséquilibre de pouvoir. C'est prendre en compte et avoir conscience qu'elle existe potentiellement de fait dans la relation de soins, mais qu'elle est encore plus marquée en situation interculturelle et qu'elle nécessite vraiment une attention, une conscience, une réflexion, une réflexivité très importante de la part de l'ensemble des soignantes et des soignants autour de ces enjeux interculturels. Et c'est en ça, pour moi, que l'unité culturelle nous apporte vraiment des outils tout à fait pertinents pour répondre à ces problématiques et ces situations si particulières. En conclusion, on peut reprendre les points essentiels de l'article et notamment peut-être répondre à une question que j'ai un peu trop survolée pour l'instant. Pourquoi est-ce que pour des psychiatres ou des soignants en psychiatrie, cette notion d'humilité culturelle est particulièrement importante? Et c'est peut-être le premier point qui va répondre à ça, c'est que je disais tout à l'heure que les inégalités sociales de santé font que les populations migrantes, issues de minorités ethniques, développent davantage de troubles, de maladies de manière générale, mais c'est d'autant plus vrai en santé mentale, pour des raisons qui restent encore à définir, mais qui sont liées notamment à l'impact de la discrimination et du racisme sur la santé mentale, avec des modèles aujourd'hui qui nous permettent de mieux comprendre cela. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des besoins de santé euh, particuliers et très forts du côté de ces populations-là. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est des populations qu'on retrouve beaucoup dans nos consultations et que donc, il faut qu'on ait des outils spécifiques pour mieux les prendre en charge dans les aspects de relations et dans les aspects liés aux consultations médicales ou soignantes en psychiatrie. Le deuxième point, c'est que du coup, dans ce contexte interculturel, les soignants, les soignantes doivent adopter des attitudes favorables à l'accueil de la diversité. C'est un point important, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une question de connaissance ou d'aptitude, même si elles sont importantes. Connaître les enjeux liés à la diversité culturelle, connaître les enjeux liés à l'impact de la culture sur la santé, c'est important. Avoir des aptitudes de travail avec des traductrices, des traducteurs, c'est important, mais c'est aussi une question d'attitude et de manière de se présenter à l'autre, c'est de manière de prendre en compte, de mettre en œuvre ce qu'on a appelé jusque-là le respect mutuel, le partenariat. Et puis c'est ce deuxième point sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est aussi des attitudes, des aptitudes et des connaissances autour des enjeux d'inégalité sociale et d'inégalité sociale de santé, parce qu'elles sont centrales dans cette question interculturelle et que prendre conscience, développer des aptitudes et des attitudes spécifiques à cet aspect de déséquilibre de pouvoir et d'inégalité en santé est absolument essentiel lorsqu'on parle d'interculturalité et d'humilité culturelle. Donc finalement, cette humilité culturelle, elle constitue une démarche clinique qui est à la fois réflexive et autocritique, c'est-à-dire un engagement permanent tout au long de la carrière qui cherche à mettre en place des attitudes non paternalistes, centrées sur la personne, ouverte bien sûr à autrui, à l'altérité, à la diversité culturelle, mais qui soit aussi axée sur ces aspects de santé publique, de plaidoyer en santé, de conscience des injustices sociales et des enjeux de pouvoir. Donc, toujours être à l'interface entre l'individu, la singularité,
et les populations, les communautés, les minorités qui vont avoir des besoins spécifiques et différents. Et donc, il faut réussir aussi à être dans cet aspect. Par exemple, le plaidoyer en santé, c'est une capacité, autant sur le plan individuel que de la communauté, à aider les populations à faire part auprès des tutelles, auprès des instances, de leurs besoins spécifiques de santé. Donc, comment est-ce qu'on va aider un patient, une patiente à faire valoir ses droits sur le plan de la santé, mais aussi potentiellement sur le plan social, et aussi une communauté qui va être davantage soumise à tel type d'adversité, à tel type de pathologie. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider à ce que leur réalité, leurs besoins soient pris en compte? On a vu du coup les 5 principes qui sont fondamentaux et qu'on déploie dans la démarche du métier culturel: l'ouverture d'esprit, la conscience de soi, l'altruisme, l'interaction soutenante et la réflexivité critique, qui s'inscrivent vraiment dans cette définition qu'on a donnée de l'humilité culturelle, avec à la fois des aspects d'ouverture, d'attitude favorable et puis aussi d'aptitude, notamment autour de l'interaction soutenante, qui va être vraiment cette capacité à faire peut-être un peu plus que d'habitude, ou en tout cas à adapter ces pratiques à la situation interculturelle et aux spécificités qui vont se trouver présentes du fait de la situation interculturelle. Et donc, les objectifs ou les conséquences attendues de cette humilité culturelle dans les soins, ils sont aujourd'hui bien connus, c'est redonner le pouvoir d'agir aux personnes, comme on le trouve, encore une fois, dans d'autres aspects de la relation de soins ou des modèles actuels qu'on peut avoir en psychiatrie et en santé mentale. C'est le respect mutuel, ce qui implique, ce respect mutuel, que l'ouverture qu'on va pouvoir déployer vise aussi à favoriser un respect qui aille dans les deux sens, aussi du côté des patientes et des patients à l'égard des soignantes et des soignants, dans une optique de partenariat pour mettre en place des soins optimaux, les plus optimaux possibles, en adaptant certes les possibilités au regard de conditions sociales, de conditions linguistiques, mais en ayant toujours cette visée de proposer les meilleurs soins possibles et ne pas proposer, entre guillemets, une psychiatrie euh, au rabais qui serait parce que oui, bon, bah, pour ces populations, on fait bien comme on peut, certes, mais il n'empêche qu'on doit viser les soins optimaux, même si on rencontre des difficultés liées effectivement aux conditions sociales, linguistiques, etc. Et cette optique de développement professionnel continu autour de la diversité culturelle, autour de l'unité culturelle, et de ne surtout jamais se dire, ça y est, je suis arrivé justement au moment optimal où je suis excessivement compétent dans le domaine et donc j'ai plus besoin maintenant de m'y intéresser. Au contraire, c'est une démarche permanente, en engagement tout au long de la carrière. Et c'est vraiment un point important que de se dire que cette notion d'unité culturelle, elle nous enjoint à être en permanence dans la réflexivité, entre guillemets l'autocritique, sur ces aspects de différence culturelle, de déséquilibre de pouvoir dans les relations de soins.